les gars, si vous savez que c'est un truc qui schlingue, le jour où le fisc va mettre son nez dedans, il va se rendre compte que ça schlingue. Il y en a forcément beaucoup qui vont tester d'acheter leur RP et de faire une opération de marchand et que ça va passer. Sauf que le jour où on se fait attraper, ça fait très mal. Qu'est-ce qui va concrètement se passer pour le vilain contrevenant? Là, ça va être assez violent, figure-toi. La probabilité d'avoir des contrôles fiscaux, elle est quand même relativement rare parce qu'il y a des critères qui vont déclencher des contrôles fiscaux et sur lesquels il va falloir être prudent. Sur les métiers marchands de biens, contrairement à un métier classique, c'est pas un contrôle fiscal sur l'ensemble de la société, c'est un contrôle fiscal sur une opération en particulier, parce que le fisc ne va pas se déplacer pour rien, il sait que là où on a voulu gruger. Comment il le sait? Donc il faut être très prudent sur les enjeux parce que aller chercher 10 000 ou 20 000 euros parfois de marge ou d'exonération d'impôts peut coûter 300 000. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la MDB Academy, épisode qui est un petit peu spécial parce que non seulement j'ai des invités, mais en plus parce que c'est un épisode qui va ouvrir une mini-série que j'ai voulu lancer sur le sujet de la fiscalité du marchand de biens, parce que ça fait partie des domaines sur lesquels j'ai le plus de demandes. Et donc pour cela, j'ai amené les experts, les personnes avec lesquelles je bosse depuis 2015 sur la partie marchand de biens, et on va vous en mettre plein la vue. Donc sur une série qui va être faite en 5 ou 6 épisodes autour de la fiscalité du marchand de biens. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Paour et Maxime Pêche du cabinet Only Compta. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast et aussi on va rediffuser cet épisode sur la chaîne YouTube de la MDB Academy. Juste pour vous introduire rapidement, donc moi j'ai connu Guillaume tout d'abord en 2015, c'était peut-être fin 2014 quand on a fait les premières démarches pour lancer notre société de marchand. On a été assez conquis par l'explication que tu nous avais fournie à l'époque et on a choisi de bosser avec toi et donc on bosse ensemble depuis 10 ans. Depuis 10 ans, donc il faudra fêter ça à un moment donné. Et Maxime qui a rejoint le cabinet, J'ai rejoint le cabinet en 2016. Et j'avais même tenu ta comptabilité à l'époque, quand j'étais jeune collaborateur, et je suis associé depuis 2022. Depuis 2022, ok, c'est parfait. Et donc Only Compta, c'est juste pour vous présenter rapidement, un cabinet qui est basé en région lyonnaise, qui est non seulement spécialisé dans les activités de marchand, mais qui fait aussi toute activité. Exactement, donc effectivement, déjà merci de nous recevoir sur ce podcast, on est ravis parce qu'à chaque fois on a suivi cette aventure de la MDB Academy depuis son origine, et on est très content en tout cas de faire partie de ces différentes étapes qui ont permis justement à cette MDB de bien évoluer et de pouvoir répondre aujourd'hui à toutes ces questions sur la fiscalité, puisque effectivement notre expertise sectorielle pour les marchands de biens fait qu'on est amené au quotidien à être soumis à diverses questions, et donc de pouvoir vous faire un peu un écho auprès de tous les lecteurs, ou en tout cas les téléspectateurs qui vont écouter cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous surprendre et qui vont vous permettre de pouvoir avancer et d'aller creuser ensuite le sujet. Donc Only Compta, effectivement, en quelques mots, on est en région lyonnaise. C'est un cabinet qui se veut à taille humaine avec 30-35 collaborateurs, et on accompagne effectivement des marchands de biens, mais pas que. On a aussi des activités un peu plus traditionnelles comme du BTP, du hôtel, café, restaurant. On va retrouver également des secteurs comme de la pharmacie, de l'optique, de la boulangerie. Voilà, donc on a des activités qui sont plutôt classique, artisanal et commercial, et puis bien sûr tout ce qui va toucher à l'immobilier au sens général, donc le marchand de biens, la location meublée, et tout ce qui va être dérivé un petit peu de cette stratégie patrimoniale. Parfait. Et là, je sais que tout de suite, il y a des personnes qui vont se poser la question, donc j'y réponds par anticipation. Les gens se demandent, ah oui, mais super, ils sont en région lyonnaise, mais moi j'habite à Brest, ou moi j'habite à Toulouse, je ne peux pas faire appel à eux. Donc déjà, on vous racontera dans la suite de l'épisode une solution qui va être mise en place pour une couverture territoriale, une couverture nationale. Mais en attendant, l'activité de marchand, elle est en démat, elle est complètement dématérialisée. Moi aujourd'hui, quand je rencontre des personnes de chez Only Compta, c'est par plaisir pour aller faire un resto, mais on se rencontre jamais, sinon il n'y a pas de rencontre physique. Rencontre physique, non. Rencontre téléphonique ou visio, effectivement, de manière beaucoup plus régulière pour les marchands. Il faut savoir que parmi tous les marchands de biens qu'on accompagne dans la France, tous les départements ou toutes les régions, en tout cas, sont représentés. La distance n'est pas du tout une difficulté, puisque justement, on se présente comme un cabinet phygital, dans lequel on a un accompagnement physique traditionnel, comme un cabinet lambda, mais en même temps, on va avoir une approche 100% digitale, donc on va proposer des outils de dématérialisation qui vont permettre de pouvoir piloter sa comptabilité directement avec son téléphone, et c'est ce qui, justement, nous permet d'avoir un avantage concurrentiel assez inédit, justement, et c'est ce qui va séduire surtout les activités de marchands qui sont implantées un peu partout dans la France.
Parfait. Et justement, si j'ai demandé aussi à ce qu'on ait cet échange, c'est parce que je connais vos compétences techniques qui sont pointues sur tous les sujets de fiscalité qui vont, on va dire, inquiéter ou perturber les marchands ou les néo-marchands, mais aussi parce que vous en accompagnez un grand nombre et donc vous avez des retours d'expérience sur toutes les erreurs les plus communes. Et ce que j'ai envie de vous apporter dans ces épisodes, c'est non seulement du contenu technique, mais aussi vous parler des erreurs les plus fréquentes qu'on va aborder ensemble, des erreurs les plus fréquentes sur tous les domaines, que ce soit les dépenses déductibles, les sujets de TVA ou autres, et veiller à ne pas les reproduire. Est-ce que tu as le droit de nous communiquer un petit peu le nombre de ou est-ce que tu veux communiquer le nombre de marchands que tu accompagnes actuellement? Alors actuellement, au niveau du cabinet, on a un peu plus de 1000 clients, tous secteurs d'activité confondus, et sur les marchands de biens à proprement parler, on doit en accompagner à peu près 300, je pense. Donc on a une part quand même assez importante du portefeuille du cabinet, effectivement, sur des activités de marchands de biens, ce qui fait que forcément, on a été confronté à une diversité de problématiques assez importante du fait de la quantité de marchands de biens que l'on suit. Donc on a à peu près vu tous les cas. Et c'est ce qui fait que quand un marchand de biens, néo-marchand de biens ou même expérimenté nous appelle, eh ben, on a un regard critique pour pouvoir l'accompagner avec efficacité. Et nos collaborateurs sont formés régulièrement sur les problématiques des marchands de biens, ce qui nous permet d'avoir un niveau d'exigibilité qui est assez élevé, de technicité en tout cas beaucoup plus important que l'on peut rencontrer dans d'autres cabinets traditionnels qui vont traiter forcément beaucoup moins de volume de problématiques pour les marchands de biens. Ok, super. Eh ben, on rentre maintenant dans le vif du sujet et dans le dur. On va parler un petit peu, juste remettre l'église au milieu du village et recomprendre un petit peu ce qu'est un marchand de biens précisément. On va dire, déjà au sens fiscal, puisque aujourd'hui on est là pour parler de fiscalité, au sens fiscal du terme, c'est quoi un marchand? Pour faire la différence ou avec un investisseur ou quelqu'un qui va faire un petit aller-retour sur sa RP. Eh ben, c'est très simple. Un marchand, c'est quelqu'un qui va acheter pour revendre un bien immobilier, peu importe la nature d'ailleurs, mais surtout qui va le faire de manière récurrente et qui va le faire dans un objectif de gagner de l'argent. Quelqu'un qui, on attaque déjà avec les exemples un petit peu foireux, mais quelqu'un qui va faire ce job-là avec sa résidence principale en croyant passer sous les radars, mais dès qu'il y a une intention spéculative, dès qu'on va acheter pour revendre et gagner de l'argent, même si c'est une RP, ça peut poser souci. Donc quelqu'un qui fait ça tous les 6 mois, c'est risqué. Et c'est pour ça qu'on a un vrai cadre fiscal avec un vrai environnement économique dédié. Est-ce que justement tu parles de cette dérive-là d'utiliser la résidence principale comme véhicule de commerce? Est-ce que vous avez vu, ou en tout cas des jugements ou des jurisprudences, parce que vous en avez connu personnellement, des gens qui ont été épinglés par l'administration fiscale parce qu'ils s'amusaient à faire de l'abus de droit, clairement? En fait, il faut aussi démystifier la notion de contrôle fiscal. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. La probabilité d'avoir des contrôles fiscaux, elle est quand même relativement rare, et on aura l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus tard, parce qu'il y a des critères qui vont déclencher des contrôles fiscaux et sur lesquels il va falloir être prudent. Mais c'est quand même pas courant d'avoir un contrôle fiscal. Donc il y en a forcément beaucoup qui vont tester d'acheter leur RP et de faire une opération de marchand et que ça va passer. Donc il y en a plein qui vont expliquer « Ah bah oui, mais moi je l'ai fait, ça s'est très très bien passé », effectivement. Sauf que le jour où on se fait attraper, c'est quand même relativement rare si on se fait attraper, mais quand on se fait attraper, ça fait très mal. Et c'est là-dessus qu'il faut l'éviter. Donc il faut toujours mesurer son risque, prendre son risque en connaissance de cause, et après y aller ou pas y aller en fonction effectivement de son aversion au risque. Donc oui, on a eu des marchands de biens qui ont acheté des résidences principales qui n'étaient pas en fait des résidences principales, ils sont déguisés effectivement un achat de marchand de biens sous forme d'une résidence principale pour essayer d'obtenir l'exonération de plus-value sur la RP. Donc, ça peut passer, mais quand c'est très mal fait, c'est-à-dire que quand fiscalement il n'a pas domicilié son adresse fiscale ou voire ses sociétés dans cette maison-là, et que par exemple il habitait ailleurs ou que ses enfants sont scolarisés complètement à un endroit qui n'a rien à voir avec la maison qu'il a achetée et qu'il a retapée, il faut vraiment faire les choses correctement. Il faut vraiment, si c'est une RP, y vivre pendant un certain temps donné, au minimum 6 mois, mais y habiter véritablement avec des factures à cette adresse, téléphone, box, etc. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui ait une vie sur place. S'il n'y a pas de vie, forcément derrière, ce sont des éléments tangibles pour l'administration fiscale pour pouvoir requalifier cette opération-là en disant il y avait une intention spéculative, vous avez essayé d'éluder l'impôt sur la plus-value, et qui plus est, on n'a même pas payé la plus-value sur les particuliers, on a essayé de chercher l'exonération pour la RP. Donc l'impact d'une requalification peut être dramatique.
Cette requalification, justement, on est dans le sujet, qu'est-ce qu'elle implique? Le jour où l'administration fiscale dit OK, toi, tu as triché, j'avais mis en place un dispositif pour favoriser voilà, les propriétaires de résidence principale et toi, tu en as abusé pour faire du commerce, ce que certains concurrents incitent à faire. Hein, je dirai pas les noms, mais j'ai des concurrents qui disent ah, mais faites 3-4 achats de résidence principale, faites ça, et puis comme ça, après, vous pourrez vous lancer. Enfin, surtout, ne les écoutez pas, ne vous amusez pas à faire ça. Alors la question qui se pose, en admettant que l'administration fiscale nous épingle et dise bah non, c'était pas une résidence principale, c'était une opération de commerce, qu'est-ce qui va concrètement se passer pour le vilain contrevenant? Là, ça va être assez violent, figure-toi, parce que déjà, la première chose que l'État va faire, c'est reconstituer une comptabilité. L'opération a dû avoir un cadre économique, un cadre juridique. On ne l'a pas fait, donc l'État va le faire à ta place. Va pas être à ton avantage. Et donc, on va retrouver avec un résultat de l'opération, c'est-à-dire combien j'ai gagné d'argent, qui va être établi par l'État, qui va l'imposer, comme si je l'avais fait dès le départ, sous le schéma société ou sous le schéma économique. Donc, on va payer, dans tous les cas, ce qu'on aurait dû payer. Par contre, après, ça devient un peu plus méchant, parce qu'on va payer en retard, donc on a les pénalités de retard. On a voulu gruger, donc on a 40 à 80% de pénalités, de majoration qui vont s'appliquer. Et dans ce cadre-là, eh bien, on se retrouve parfois à payer plus que ce qu'on a gagné. Parce qu'il ne faut pas oublier que les majorations, c'est une amende. C'est comme si je conduis à 200 sur l'autoroute, je me fais attraper, je paye une amende, je ne suis pas censé rentabiliser le gain de temps que j'ai gagné. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Et le souci, c'est qu'on tombe quand même sur de l'immobilier, c'est-à-dire des OP avec potentiellement des grosses valeurs derrière, des grosses marges, des gros montants. Donc quand on se tape 80% sur 2, 3, 400 000 euros, ça chiffre très vite. Ouais, sachant qu'en général, les gens, ils ont tendance soit à réinvestir l'argent ou pire à le claquer. Ils n'ont plus l'argent. Ils n'ont plus les fonds. Et ça, c'est le cas le plus fréquent. C'est le cas le plus fréquent? Bah, c'est le cas le plus fréquent, où effectivement, un marchand de biens, lui, ce qu'il veut, c'est faire tourner le stock, donc c'est réinvestir le plus vite. Et donc, le moment où il a un contrôle fiscal, il y a une latence qui peut se passer, qui va être au mieux 6 mois si l'administration est ultra réactive, mais très souvent, c'est 2 à 3 ans. Et 2 à 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie d'un marchand de biens. Ouais. Et il suffit que l'argent soit stocké, c'est-à-dire qu'il est investi dans des biens, l'argent n'est plus disponible, et le jour où il y a le contrôle fiscal qui tombe, soit il a eu l'intelligence de mettre des réserves de côté, et dans ce cas-là, ça pourra bien se passer, mais si ça n'a pas été le cas, il va droit dans le mur. Et vous avez déjà justement vu des cas de figure comme ça, où il y a eu des contrôles, que ce soit sur des marchands ou autres, et puis l'administration fiscale dit bon, maintenant, voilà, il y a ça à payer comme note, et en fait, il n'y a pas les ronds? Assez rarement au final. Okay. Parce que ce cas-là, le particulier qui fait des opérations RP, on ne peut plus rien pour lui, on ne peut pas le sauver parce qu'il n'y a pas de structure économique, on n'a jamais été là pour le conseiller, et si jamais il se fait taper, c'est trop tard, de toute façon c'est foutu. Ouais. Donc cette partie-là, nous on la voit assez rarement en direct, on la constate sur des jurisprudences qui sont constantes, qu'on voit souvent passer. Le cas qu'on peut avoir de notre côté, c'est plus une fois que la structure est créée, mais là ça rejoint un peu ce que Guillaume expliquait, c'est que les contrôles fiscaux restent relativement rares, et souvent sur les métiers marchands de biens, contrairement à un métier classique, c'est pas un contrôle fiscal sur l'ensemble de la société, c'est un contrôle fiscal sur une opération en particulier, parce que le fisc ne va pas se déplacer pour rien. Il sait que là, on s'est planté, on a voulu gruger, et du coup, il va contrôler exclusivement cette opération. Comment il le sait? Il y a énormément de moyens, tu veux peut-être... Comment le fisc doit le savoir? Alors je suis pas en train de vous demander de donner des clés aux personnes pour gruger, mais justement essayer de comprendre quels sont les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant dans ces déclarations. Et justement, déclaration, c'est un très bon mot parce qu'en fait, le système fiscal, il est déclaratif, c'est-à-dire qu'on va déclarer ce que l'on gagne, on va déclarer ses opérations économiques aux impôts. Quand on est marchand de biens, il y a l'air de rien pas mal de choses qu'on déclare. On peut se déclarer en résidence principale, par exemple, alors qu'on n'y a jamais habité. Le fisc peut aller regarder si j'ai consommé de l'élec ou si j'ai consommé de l'eau. Donc si j'ai pas consommé, si j'ai pas réellement habité, ça ne marche pas. Et dans le circuit un peu plus économique, je vais également déclarer, par exemple, en cas de division, je vais déclarer ma marge opération par opération, c'est-à-dire lot par lot. Et c'est moi qui détermine cette marge finalement, parce que c'est moi qui détermine mon prix d'achat. Alors c'est un petit peu technique, mais si j'achète par exemple un terrain, une maison, ça m'a coûté 500 000, je divise les deux, et ça sera à moi en tant que dirigeant marchand de biens de chiffrer combien vaut chacune des parties. Et donc s'il y a chiffrage, il y a déclaration d'un résultat de ce que j'ai gagné, donc possible remise en cause. Ok. Ouais, ça fait partie d'un ensemble
d'éléments et de facteurs qui permettent à l'administration fiscale de pouvoir justement détecter des anomalies. Et donc, l'administration peut être très créative parfois pour aller rechercher justement ces anomalies. Donc, elle va analyser aussi les taux de marge. Opération par opération, elle peut les vérifier pour voir pourquoi on a éventuellement une marge négative sur un lot et pas sur les autres. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance à essayer de pousser un peu le crime, le vice, en allant essayer de récupérer un crédit de TVA sur une opération qui n'était pas soumise normalement à la TVA, qui était sur option à TVA sur marge, donc on peut avoir tendance à charger effectivement un lot plus qu'un autre. On peut avoir d'autres éléments avec des charges somptuaires, c'est-à-dire des dépenses qui ont été effectuées dans l'entreprise et qui ne sont pas forcément avec le lien économique pour l'entreprise. On peut avoir aussi des investissements à l'actif de l'entreprise qui sont incohérents ou anormaux par rapport à la taille de l'entreprise. On peut avoir effectivement des investissements qui peuvent nécessiter de la part de l'administration fiscale des clarifications. Voilà, il y a beaucoup de petits facteurs qui peuvent clignoter en rouge lorsqu'on va envoyer une déclaration. Et puis on a aussi des retards déclaratifs récurrents. Un marchand de biens qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas structuré ou qui n'est pas accompagné par un expert comptable véritablement diligent. Alors ça peut être effectivement un défaut du cabinet, c'est assez rare, mais ça peut être aussi parce que tout simplement le client ne transmet pas ses éléments comptables à l'expert comptable et qu'il n'est pas en mesure de pouvoir faire le déclaratif et de l'assurer dans les délais. Et dans ce cas-là, il faut savoir que ça va clignoter aussi en rouge de la part de l'administration, qui va se dire, là attendez, on est quand même face à quelqu'un qui ne remplit pas ses obligations en temps et en heure, donc on a tendance à pouvoir effectivement creuser pour savoir ce qui s'y passe. Donc tous ces éléments-là, il faut quand même les prendre en compte et il faut toujours essayer d'être exemplaire. Fort heureusement, on a quand même de plus en plus de marchands de biens qui nous sollicitent, qui sont des marchands de biens qui sont sensibilisés à justement toutes ces problématiques. On a quand même très peu de marchands de biens qui sont toujours en défaut sur la transmission des pièces ou qui sont à chercher toujours le vice, à aller toujours plus loin pour essayer d'aller gratter. Et ça, je pense que c'est dû aussi au contenu des formations que l'on va retrouver de plus en plus, que ce soit à travers la MDB Academy ou d'autres plateformes de formation, où tout le monde en tout cas essaie de sensibiliser sur la nécessité d'être prudent, d'être vigilant, de ne pas faire les choses trop n'importe comment. Il y en aura toujours qui le feront n'importe comment, mais ça reste une minorité, en tout cas par rapport à la quantité de marchands que l'on peut rencontrer. Et alors, en termes d'exemple aussi, pour revenir sur le sujet un petit peu revenir sur le sujet de la requalification, une des questions qui me revient le plus souvent, donc outre le sujet de la résidence principale, il y a le sujet de l'investisseur locatif. Tu sais, où le gars qui se dit, ah bah j'ai une SCI, ou je vais créer une SCI pour faire ça. Et donc j'ai une SCI, et là, je sais pas, j'ai un immeuble de rapport, je le détiens depuis quelques années, et là, je me mets à le revendre à la découpe. Parce que je me dis, bon bah là, ça y est, le temps est venu de vendre, sauf que je vais en tirer plus si je le vends à la découpe que si je le vends d'un bloc, forcément. Et là, il y a un risque de requalification. Tout à fait. Est-ce que vous avez un exemple un peu qui aille dans ce sens, un exemple qui puisse alerter un petit peu les personnes qui vont écouter, en tout cas les éclairer sur cette question? En fait, comme l'a précisé Maxime tout à l'heure, l'administration fiscale va définir le marchand de biens à travers deux piliers. Le premier, c'est s'il y a un caractère qui va être habituel dans les opérations d'achat-vente. Et le deuxième, c'est s'il y a une intention spéculative qui est à l'origine, pas à la sortie, mais au départ. C'est-à-dire quand j'achète le bien, est-ce que j'avais une intention spéculative dès l'origine? Il ne faut pas que l'intention spéculative elle soit née après coup. Donc, dans ton cas, si effectivement je suis un investisseur locatif qui décide de faire de la division en lots, donc de la mise en copropriété et de vendre les biens, l'administration fiscale va analyser ces deux critères. Le caractère habituel, oui, effectivement, si je me mets à vendre plusieurs lots, je vais avoir un caractère habituel de revente. Par contre, est-ce qu'il y avait une intention spéculative à l'origine quand je l'ai acheté? Si j'ai acheté ce bien, en tout cas sur une certaine période, avec de la location, et qu'il n'y avait pas d'intention spéculative démontrée, dans ce cas-là, je ne suis pas requalifié sur une opération de marchand de biens. En revanche, il faut arriver à démontrer qu'il n'y avait pas cette intention spéculative. Donc c'est tout l'enjeu, et effectivement, c'est de savoir est-ce que ça s'est pas fait dans un délai qui était trop serré, c'est-à-dire si j'ai effectivement loué que 3 mois et que j'ai tout de suite mis en division, dans ce cas-là, c'est compliqué d'arriver à démontrer qu'on n'avait pas cette stratégie de revendre à court terme. Donc là, ce sont des faisceaux d'indices qui sont issus de la jurisprudence, dans lequel c'est du cas par cas. Est-ce que j'achète régulièrement des biens en vue de les revendre? Est-ce que c'était vraiment dans une stratégie patrimoniale avec des enfants dans lequel j'ai fait du locatif et finalement le bien j'ai fini par le vendre et pour en tirer, en maximiser le prix de sortie, j'ai décidé de faire de la découpe? Voilà, ça va s'apprécier au cas par cas. En règle générale, ce qu'il faut essayer de retenir, si on veut essayer de caricaturer, c'est que une opération régulière tous les ans, ça va caractériser du marchand de biens.
Ouais. D'accord? Parce que là, on considère qu'il y a de la fréquence, qu'il y a de la récurrence, donc déjà, on a quelqu'un qui est sensible à cette notion de spéculation. Ouais. Donc, une opération tous les ans. Si on en fait une tous les 2 ou 3 ans, on est à la limite, et dans ce cas-là, ça peut passer, ça sera du cas par cas. Ok. Voilà. Parce que l'intention spéculative, encore une fois, vous allez voir, donc on est sur un domaine juridique au final, et dans le cadre du domaine juridique, il y a des termes qui peuvent prêter à discussion, qui peuvent prêter à débat. L'intention spéculative, bon déjà, compliqué à définir, et quand même on arrive à trouver une définition sur laquelle on s'accorde, l'administration fiscale peut venir et dire « tu avais une intention spéculative », et moi je vais dire « mais absolument pas ». Je sais pas, il y a eu un accident de vie qui fait que j'ai dû revendre, et puis pour maximiser, pour optimiser mon revenu, je choisis de vendre à la découpe. Je n'avais pas pour autant cette intention spéculative. Là, charge à qui de prouver? Est-ce que c'est à la charge de l'administration de prouver qu'il y avait une intention, ou à moi de prouver qu'il n'y en avait pas? Du coup, effectivement, c'est le fisc qui doit prouver cette intention spéculative. Néanmoins, c'est aussi charge aux marchands ou aux faux marchands de se défendre. C'est-à-dire que si le fisc arrive avec ses arguments qui dit « je pense que c'est une intention spéculative », il faut avoir de quoi se défendre derrière pour dire « non, ça ne l'était pas ». Si on a un discours qui est incohérent, c'est-à-dire que si on a eu une démarche qui pouvait relever de l'intention spéculative, bon, ça commence à pas sentir bon. Okay. Et j'ajouterai un petit point, c'est que pour l'administration fiscale, si la vente a été guidée par des difficultés financières, dans ce cas-là, on n'a pas d'intention spéculative. Parce que justement, on arrive à démontrer que je n'avais pas le choix parce que financièrement, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je suis obligé de vendre en urgence le bien, et ben dans ce cas-là, on peut arriver justement à sortir de cette intention spéculative, mais parce que si on a une vente dans un délai très très court, mais que les difficultés financières sont caractérisées et qu'on arrive à les démontrer, à les expliquer, bah on va, même si le délai était court, bah on arrivera à démontrer qu'il n'y a pas une intention spéculative à l'origine. En tous les cas, le principe, ça, c'est quelque chose que énormément de personnes qui font du droit, que ce soit avocats, notaires ou autres, m'ont toujours bien rappelé, c'est que le principe de bonne foi est nécessaire. Est vraiment primordial et qu'il faut réussir à démontrer qu'on est de bonne foi. Voilà, globalement, un marchand de biens, quand il se lance dans une opération, il le sait s'il a une intention spéculative. C'est-à-dire tout de suite, on sait, on achète un bien, est-ce que je vais le louer, est-ce que je vais le vendre? Partant de là, il faut faire les choses le plus correctement possible. Oui, on cherche tous à optimiser, ça effectivement c'est le nerf de la guerre, hein, c'est de la trésorerie. En revanche, il faut le faire de manière cohérente, il faut le faire de manière légale, il faut rester dans les clous et surtout c'est la nécessité de se faire accompagner par des acteurs qui ont la maîtrise de ces différents sujets, parce que si on le fait vraiment n'importe comment, là les enjeux peuvent être importants. Juste pour rappeler un peu le cadre fiscal, normalement si j'achète en tant que particulier un bien, je vais payer les 19% d'impôts, sur la plus-value, auxquels vont s'ajouter les 17,2 de prélèvements sociaux. Si je suis requalifié en qualité de marchand de biens, et ben dans ce cas-là, on considère que je suis sur une activité économique, donc je vais relever des BIC, c'est-à-dire je vais devoir payer sur la tranche marginale d'imposition, donc sur mon impôt sur le revenu, le barème, je veux dire progressif. Donc ça va coûter déjà beaucoup plus cher, parce qu'on peut taper jusqu'à 45% d'imposition sur des revenus qui sont significatifs, et on va conserver toujours les 17,2. Donc ça peut être très lourd, auxquels vont s'ajouter les pénalités de retard et les majorations. Et si je suis en SCI, une SCI qui va être qualifiée effectivement sur une activité commerciale va relever automatiquement de l'impôt sur les sociétés avec distribution de dividendes, puisqu'il y a une rémunération occulte, donc dividendes fictifs, avec majoration qui en découle. Voilà, faut comprendre, on se fait vraiment arracher la tête. Donc il faut être très 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 prudent sur les enjeux, parce que aller chercher 10 000 ou 20 000 euros parfois de marge ou d'exonération d'impôt, peut coûter 300 000. J'exagère, mais pas loin, parce que sur une requalification d'une SCI à l'IR qui basculerait en SCI à l'IS, ça peut coûter très très cher sur le dividende occulte. Donc faut être prudent, mesuré, et pas faire n'importe quoi. Ça me paraît des conseils de bon sens, ouais. qu'il faut s'appliquer. Souvent, on a des questions en formation, tu sais, c'est « Ah, mais est-ce que je peux passer ça sur la boîte ?» On en reparlera sur les dépenses déductibles, mais est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Je dis, les gars, si vous savez que c'est un truc qui schlingue, le jour où le fisc va mettre son nez dedans, il va se rendre compte que ça schlingue. Et le principe, les vieux proverbes et les principes de bon sens de « il ne faut pas abuser des bonnes choses » s'appliquent. Ça s'applique toujours. Et surtout, soyez toujours dans la communication avec votre expert comptable. Très important. Très important, parce que ce point-là, il permet justement de pouvoir comprendre l'activité de notre côté et surtout de pouvoir alerter en amont avant que les bêtises soient faites et que ce soit irrévocable. Donc il faut vraiment dire « j'envisage de faire ça ».
Quel est votre avis? Je rappelle que nous, on n'est pas l'administration fiscale, on est tenu au secret professionnel, donc si vous nous dites des âneries ou des choses qui sont complètement illégales, on est là pour vous rappeler le cadre, et on n'est pas là pour raconter ou pour expliquer. Donc au contraire, communiquez avec nous parce qu'on est là pour vous sensibiliser par rapport à ces différents sujets. Ok. Et il y a une question qui revient également souvent, tu en as touché 2 mots et je vais justement vous relancer un peu là-dessus. C'est le sujet de la SCI à l'IS, parce que autant les gens se disent ok, il y a une SCI à l'IR, effectivement, on sait que ça va pas être de l'activité commerciale, mais si j'ai une SCI à l'IS, bah, je suis à l'IS, donc c'est bon, je dois pouvoir faire du commerce avec. Théoriquement, oui. Néanmoins, une SCI, le petit c de la SCI, ça reste pour dire civil et pas commercial. Et du coup, on n'est pas vraiment dans le bon cadre. Donc en soi, on reste sur une fiscalité qui est à peu près équivalente, mais la SCI s'inscrit très bien dans un cadre patrimonial, qui est un cadre sécure, qui est le cadre de faire fructifier des loyers versus un patrimoine, etc. Par contre, l'activité marchand de biens qui est commerciale, elle n'a pas du tout les mêmes risques, notamment en termes de responsabilité. Et une SCI, la responsabilité, elle est illimitée pour les gérants. C'est-à-dire que demain, j'ai ma SAS, marchand de biens, qui s'est complètement plantée, il y a eu des gros dégâts et je dois les assumer parce que mon assurance les tient pas, les prend pas en compte. Je vais pouvoir dire stop, je vais pouvoir faire une procédure spécifique. En SCI, ce ne sera pas possible, on viendra chercher mon patrimoine perso. Complètement aberrant de faire une opération de marchand de biens en SCI. Parce qu'en fait, on se met en responsabilité illimitée. Donc on se tire une balle dans le pied. Donc il faut surtout pas le faire. Et là-dessus, je vais juste préciser, si vous écoutez cet épisode, vous le regardez sur YouTube, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Mais créer une société, c'est pas une montagne. En fait, les gens s'en font toute une histoire. Ils disent, là, mais je vais devoir gérer ceci, cela, ça va être compliqué. Donc une SCI, c'est plus simple. Avoir une société, c'est pas compliqué. Gérer une comptabilité d'une société, c'est pas compliqué. Et vous avez certainement fait des choses dans votre vie qui sont certainement plus complexes que ça. Vous en sortirez. Si vous êtes bien accompagné, ça sera encore plus facile. Mais voilà, c'est pas une grosse affaire de créer une SAS, quoi. Non, et justement, le choix d'une société, il est primordial pour pouvoir se lancer. Donc retenez en tête qu'une SCI, c'est pour de l'investissement locatif. Dès lors que vous voyez que vous êtes en train de partir sur une opération de marchand ou que ça commence effectivement à être un peu tendancieux, dans ce cas-là, consultez votre expert comptable. Il est toujours possible de transformer une SCI à l'IS sous une forme juridique commerciale, type SARL ou SAS, qui sont cette fois-ci beaucoup plus adaptés pour pouvoir faire des opérations de marchand de biens. Mais globalement, le budget pour créer une société, ça va aller, selon les différents acteurs que vous allez pouvoir rencontrer en ligne ou physique, entre 500 et 1000 euros avec les frais de greffe, journal d'annonce légale. Donc c'est pas un budget qui est inaccessible, et ça peut se faire très rapidement en ligne, en quelques clics, puisque effectivement maintenant tout se fait avec des signatures électroniques et des dépôts. Donc on a un cabis entre 3 et 5 jours. Donc créer une société, c'est très rapide, et c'est finalement assez accessible. Ok, très bien. Tu as parlé, alors juste petite parenthèse, parce que tu en as touché 2 mots là, moi je vous déconseille très 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 vivement les solutions low cost de création de société en ligne pour la partie marchand, surtout si c'est votre première société et que vous n'y connaissez pas forcément grand chose, parce que vous allez économiser 500 balles au lancement, mais le jour où vous allez vous rendre compte que vous avez fait les choses de travers parce que c'était low cost, ça va vous coûter 3000 de rétro-pédaler. Alors là, on peut peut-être rebondir parce que je pense qu'on a beaucoup d'expérience avec Maxime sur des cas comme ça où effectivement des gens vont avoir des créations de société à moindre coût, à 200, 300 euros, etc. Ça semble très alléchant, mais très souvent ils se trompent sur les dates de clôture, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une date de clôture, là on est en novembre, ils vont mettre une date de clôture en décembre, donc ils vont avoir un bilan sur 2 mois, donc faut payer un bilan, alors qu'on aurait pu prévoir une date de clôture sur un exercice exceptionnellement plus long, et ça c'est rarement vu. On peut se tromper aussi sur des dirigeants, en président ou en directeur général, parfois on va mettre une personne physique, alors même que cette personne détient une holding et qu'on aurait pu nommer la holding en qualité de président ou directeur général. Donc en fait, si la création n'est pas faite correctement, puis ça peut jouer aussi dans les articles qui se composent des statuts, si ce n'est pas appréhendé dans son ensemble avec vraiment une vision patrimoniale et professionnelle pour le dirigeant, eh ben, il y a des incidences qui peuvent être extrêmement lourdes et qui peuvent finalement être beaucoup plus coûteuses que si on était passé directement par un acteur compétent, type avocat, notaire ou expert comptable. Ouais, très bien. Et est-ce que, bon alors, je vais vous poser la question, mais peut-être ne devrais-je pas, mais est-ce que ça a un intérêt de passer par un avocat
pour faire les statuts de sa société de marchand. C'est cadeau. Tiens, sur un plateau, voilà. Sur un plateau. Alors, est-ce que c'est intéressant? Ça dépend du montage et ça dépend de la complexité. Mais un expert comptable sur une boîte type marchand de biens, si l'expert comptable s'y connaît un petit peu, il n'y aura pas de grands intérêts à prendre un avocat fiscaliste qui va prendre 3000 balles pour faire la même chose. Ouais. Okay. On prône, nous, toujours l'interprofessionnalité dans la mesure du possible. On a des professions qui sont très complémentaires. Nous avons la chance, au sein du cabinet Uniconta, d'avoir en interne un département juridique composé de 3 juristes. Donc, on est en mesure de pouvoir faire tous les actes simples, type création de société, transfert de siège, on peut avoir des augmentations de capital, des apports de titres, etc. Mais par contre, effectivement, dès que ça va devenir complexe, c'est-à-dire par exemple des cessions de fonds de commerce ou alors des cessions de titres avec des garanties d'actifs, bon, des choses un peu plus compliquées, ou alors lorsque l'on a une multitude d'associés en présence d'une société qui font que l'on a des gens effectivement avec des intérêts qui peuvent être un peu divergents et qui peuvent conduire à un litige futur, on préfère confier ça effectivement à des hommes de l'art, en tout cas sur la partie juridique, et nous retirer effectivement sur des choses qui sont beaucoup plus techniques. Mais en revanche, sur une société de marchand avec 1, 2, 3 associés qui se connaissent, etc., qui veulent faire une opération, c'est quand même relativement simple et on peut les accompagner sur des pactes d'associés, sur des choses effectivement qui vont régir, on va dire 95% des cas. Et d'ailleurs, si vous voulez confier à Uniconta la création de votre société ou la gestion de votre société, d'une société existante, on vous mettra un lien juste en dessous de l'épisode sur YouTube ou sur les podcasts. Et si vous voulez de notre part et que vous suivez ce lien, vous aurez une super réduction sur la première année de votre gestion. Il y a 10% de réduction effectivement sur nos honoraires. Et c'est toujours ça de gratter. Et ça valait le coup d'écouter cet épisode au moins jusqu'au milieu. Ok, parfait. Donc, on a balayé le sujet de la requalification, de l'exclusion de la SCI. Maintenant, la question à $1 million, c'est « Ah, mais est-ce que je dois faire une SAS ou une SARL pour mon activité de marchand ?» Alors, sans forcément rentrer dans les détails ultra techniques, tu vois, de calcul, dans quel cas, est-ce qu'il y a une bonne réponse à cette question, déjà? Et sinon, comment faire? C'est effectivement la question qui revient souvent le plus souvent, aussi pour nous quand on accompagne sur la création. Il faut se dire que SAS et SARL, il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a des choix plus adaptés selon la situation de chacun. En fait, ce qui va changer surtout, c'est le statut du dirigeant. En SARL, on est ce qu'on appelle un TNS, et donc on a une rémunération qui est sans beaucoup de formalités, sans beaucoup de formalisme, et surtout qui a un taux de cotisation un petit peu plus faible. En SAS, ça va être quelque chose de plus normé, on est assimilé salarié, on a un bulletin, même si on n'est pas un vrai salarié, on n'a pas de droit au chômage, mais le taux de cotisation est un peu plus élevé. En fait, la subtilité, elle se joue là, c'est-à-dire que un dirigeant marchand de biens qui va vouloir se rémunérer parce que c'est une activité principale, on pourrait plutôt l'orienter vers la SARL. Néanmoins, un dirigeant qui va être président, qui va être assimilé salarié, on va plutôt avoir quelqu'un qui va être bénéficiaire d'allocation chômage, qui va être sur une activité complémentaire, un job salarié, qui va être sur une vraie dimension plutôt j'ai ma boîte, je la fais tourner, je réinvestis et je sors pas le cash. Okay. Donc, pas de bonne réponse à cette question, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. Pour résumer... Mais il en demeure pas moins quand même que 90% des marchands de biens sont sous une forme SAS, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent tester l'activité quand ils se lancent. Donc souvent, quand on veut tester, comme l'a souligné Maxime, on n'a pas envie de prendre de la rémunération à court terme, on a envie de réinjecter pour faire un effet boule de neige et faire plus le plus rapidement possible. Donc voilà, donc les gens vont plutôt s'orienter sur une forme de SAS. Rares sont ceux qui démarrent ex nihilo, donc from scratch, sur une SARL. Ceci étant dit, même si 80-90% des marchands se lancent sous forme de SAS, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement vous lancer en SAS non plus. C'est vraiment à voir en fonction de vos objectifs et de ce que vous attendez de la société qui, au final, n'est qu'un véhicule qui sert vos besoins. Et donc, la question qu'il faut se poser avant de se dire comment est-ce que le véhicule va m'amener à ma destination, c'est de se dire en fait, c'est quoi ta destination? Et là, après, on choisira le bon véhicule, le véhicule adapté. Mais en gros, effectivement, si vous n'avez pas l'intention d'en tirer de la rémunération dans les 2 premières années, peut-être plutôt SAS. Par contre, si vous savez que vous voulez en tirer des salaires, plutôt une SARL. Et on va quand même mettre un peu de mesure et vous rassurer en disant que dans tous les cas, le choix que vous allez faire n'est pas irrévocable. C'est bien résumé, Yoni, c'est très bien. On a l'habitude. On a l'habitude. Avec toutes les formations qui sont faites au fur et à mesure, c'est exactement ça. On peut toujours passer de l'un à l'autre, on peut effectivement bifurquer. C'est pour ça que les gens vont démarrer très souvent
en SAS et ensuite basculer en SARL une fois que la société est viable et qu'ils sont assez sereins sur leur projet économique. Donc c'est quelque chose qui se fait quand même assez facilement. Mais là encore, si on passe par des acteurs en ligne qui n'apportent pas de conseils à l'origine et qui font tout de suite la mauvaise structure, c'est-à-dire directement la SARL alors qu'on n'a pas l'intention de se rémunérer, on se retrouve à payer bêtement des cotisations minimum auprès du RSI, ce qui représente quand même un certain coût annuel. Voilà, donc ça se prend en compte. Ouais, tout ça se réfléchit. Il faut toujours se dire que voilà, le pas cher coûte toujours trop cher et que je le constate de toute façon, que ce soit sur les prestations de services, les travaux ou je ne sais quoi, c'est toujours la même histoire. Chaque fois qu'on veut gratter, on se retrouve à payer x2 en aval. Donc ne vous faites pas l'économie en tout cas d'un bon conseil en la matière. Est-ce que le choix de la structure, que ce soit SARL ou SAS, va avoir une influence sur la fiscalité du marchand de biens? Alors, au-delà de la rémunération du dirigeant, dont on a parlé un petit peu à l'instant, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur des sujets d'impôt sur les sociétés ou de TVA? Strictement aucune. C'est-à-dire qu'on soit en SARL ou en SAS, on aura exactement la même fiscalité au centime près. On va payer de la CFE, on va payer éventuellement de la CVAE, qui est une taxe qui va s'enclencher lorsque l'on va dépasser les 500 000 € de chiffre d'affaires. Et ça va vite en marchand. Et ça peut aller très très vite, effectivement. En tout cas, je l'espère pour tous les marchands de biens qui nous écoutent ou qui nous regardent. On va retrouver toutes les petites taxes qui vont en découler, taxes foncières lorsque l'on est propriétaire d'un bien, parce que ça ne dépend pas de la forme juridique, ça dépend effectivement des biens qui sont achetés. Mais globalement, on aura exactement la même chose. Si on verse du dividende, ce sera également quasiment la même fiscalité, à la différence que le dividende sur une SARL est considéré comme un complément de rémunération, donc il est soumis à des cotisations sociales, RSI, lorsqu'il va dépasser 10% du montant du capital investi. Donc c'est-à-dire qu'un capital, si je mets un capital de 10 000 €, ce qui est un capital cohérent, capital social, lorsque l'on va faire plus de 1 000 € de dividendes, on sera soumis au RSI, et ça peut coûter un petit peu cher sur le statut de la SARL. Donc, SARL plutôt du salaire, SAS plutôt du dividende. Très bien résumé. Messieurs, merci pour ce premier épisode dans lequel on a balayé un peu les sujets de requalification et de création de société. Et on va se retrouver dans un prochain épisode dans lequel on va parler plutôt des sujets d'imposition. On a touché 2 mots là, mais je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Tout ce qui est imposition, l'IS, les dépenses déductibles, qu'est-ce qu'on peut passer en dépenses et qu'est-ce qu'on ne peut pas passer en dépenses dans une société de marchand de biens. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à payer votre like, à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter, à mettre éventuellement un petit commentaire en dessous de la vidéo ou en dessous de l'épisode que vous écoutez, et on vous retrouve très prochainement pour la suite des festivités.